Bonjour, donc je suis Julien Maury, merci d'être là, merci de m'écouter pendant 5 minutes, 6, 7 maximum, apparemment c'est le temps qui m'est imparti. Donc je suis le créateur d'une start-up d'innovation sociale qui s'appelle Coab et nous avons lancé au mois de décembre 2013 la première plateforme d'achat immobilier groupé. Je vais vous expliquer un petit peu ce que c'est. Ça se raccroche à l'habitat participatif qui est défini aujourd'hui comme une troisième voie dans le logement. Et en fait, c'est tout simplement la définition d'une loi qui est passée spécifiquement sur l'habitat participatif. Qu'est-ce que c'est? Une démarche citoyenne qui permet à des personnes de s'associer afin de participer à la définition, à la conception puis à la gestion de leur copropriété sur mesure dans laquelle ils partagent des espaces, des services et des activités communes. Donc en gros, c'est bien chez soi et mieux ensemble. C'est un peu le renversement de la chaîne immobilière, puisqu'au lieu de produire un bâtiment standard, une copropriété standard par un promoteur, puis ensuite le marketer avec forces commerciaux et 4x3 dans les rues, etc. Là, on part de la demande, on part d'une demande collective d'un groupe d'habitants pour faire un immeuble sur mesure. C'est une innovation sociale dans le sens où ça repose sur une logique de partage et de solidarité entre futurs voisins. La problématique qu'on a aujourd'hui, c'est qu'on a beaucoup de clients qui sont inscrits sur notre site de rencontre, à peu près 500 en Ile-de-France, qui nous disent qu'est-ce qu'on veut faire, quand on leur demande pourquoi vous voulez faire ça, ils nous disent c'est simple, on veut faire les choses différemment. On veut se réapproprier le logement. On voudrait de la bienveillance. Tout ça, c'est bien pour nous, c'est des valeurs qui sont fortes et c'est des valeurs qui nous portent aussi au quotidien, mais on a du mal à mesurer l'impact social qui amène ces gens à faire du cohabitat et pas un habitat standard, et pas acheter dans une copropriété standard. Le niveau de la recherche des sciences humaines et sociales aujourd'hui, alors je ne connais pas tout, mais sur le cohabitat, c'est par exemple ce type de choses. Donc c'est des petits schémas où à droite, vous voyez l'expérience de quelqu'un qui va demander du sel ou un verre d'eau ou quelque chose qui lui manque pour sa cuisine le soir à son voisin. Et le nombre de petits points rouges, c'est quelqu'un qui frappe à la porte et qui dit « Bonjour, comment vas-tu? Est-ce que tu aurais du sel? Oui, bien sûr, reste là. Je te l'apporte. Oh, au revoir, à bientôt, à demain. » Donc les gens ne se croisent pas, ou très peu. On se croise à peine dans l'ascenseur. Voilà les copropriétés actuelles. Deuxième petit schéma, dans un cohabitat, les gens rentrent, passent la porte allègrement, finissent par partager l'apéro et puis peut-être un DVD. Voilà, aujourd'hui, l'état des sciences humaines et sociales sur notre secteur est assez faible. Nous, on se rend compte qu'on peut aujourd'hui opérer des appariements entre les besoins des personnes qui veulent faire du cohabitat, quel type d'espace ils souhaitent partager, du plus simple à partager, on va dire, un jardin ou une buanderie, jusqu'à un atelier ou une salle des fêtes, quel type de qualité environnementale ils souhaitent, et quel type de service ils souhaitent partager en termes de convivialité. Ça, c'est des choses qu'ils peuvent renseigner sur la plateforme quand ils s'inscrivent et on peut faire des appariements. On voudrait aujourd'hui passer à un stade supérieur de mesure de l'impact social de notre activité. C'est quelque chose de crucial pour notre entreprise et je vous dirai après pourquoi. On a plusieurs pistes d'action au niveau économique et au niveau social. Au niveau économique, acheter à plusieurs, ça permet d'avoir accès à plus d'espace, plus de services et plus d'activités, choses qui sont inaccessibles financièrement, individuellement. Typiquement une chambre d'amis, une grande terrasse, des gardes d'enfants, etc. On peut aussi passer du marchand au non-marchand. Avant, au lieu de faire venir aujourd'hui, on peut utiliser un babysitter ou faire venir un plombier pour un petit problème. Si on peut compter sur ses voisins de temps en temps, on passe du marchand au non-marchand. Au-delà de la simple cellule logement, nous, en fait, vous vous rendez compte qu'on travaille sur les usages du logement qui vont au-delà du logement, qui vont même sur l'habitat. Donc on touche à d'autres budgets que le simple budget logement. On peut toucher à l'alimentation, on peut toucher au déplacement, on peut toucher à l'éducation des enfants, etc. Donc l'habitat participatif va au-delà de la simple cellule logement. Donc voilà pour la valeur économique. En plus d'acheter moins cher parce qu'ils achètent à plusieurs, en phase gestion, il y a des économies qui sont réalisées par les mutualisations. Mais il y a aussi une valeur sociale qu'on est bien incapable aujourd'hui de mesurer. C'est cette bienveillance, cette convivialité, mieux vivre ensemble dont tout le monde parle et que personne, ou en tout cas peu de gens, enfin en tout cas je ne les connais pas, j'aimerais bien les rencontrer, réussissent à mesurer. Donc le vivre ensemble, lutter contre l'isolement, l'autonomie des personnes âgées, ça s'adresse un peu à toutes les générations. On n'arrive pas aujourd'hui à chiffrer ça. Donc vers quelle piste partir sur les valeurs sociales ? Le nombre des interactions, la qualité des interactions, des indicateurs de bien-être, on ne sait pas faire. Et on parle aussi souvent de gestion des conflits. Aujourd'hui, en copropriété, une minute, ouais.
Les gens se tapent dessus en copropriété, et c'est vrai que c'est un peu pathologique que de s'endetter sur 20 ans pour avoir des voisins qui peuvent être potentiellement, en tout cas avec qui on a du mal à s'entendre. Donc on pacifie les relations de copropriété, quel impact? Difficile à chiffrer. Pourquoi c'est important pour nous? Pour faciliter les appareillements entre acteurs, pour travailler également sur des copropriétés existantes, pour développer une application smartphone qui va partir notamment des centres d'intérêt Facebook, et puis aussi pour prouver au pouvoir public que la troisième voie de l'habitat participatif, ça a un vrai impact, et que donc quand ils vendent moins cher par exemple à un bailleur social, parce qu'un bailleur social loue sous condition de ressources, ben nous aussi on a une valeur sociale, donc vous pouvez nous vendre et nous réserver des terrains. Merci. Merci beaucoup, merci. 3 minutes de questions éventuelles. Oui, j'ai une question par rapport à notamment votre hypothèse que vous pouvez améliorer l'entente des copropos existants. Ça se base sur quoi en fait? Pourquoi vous pensez que sous ce système que vous souhaitez mettre en place, cela va améliorer les relations humaines entre les personnes au sein d'une copropriété? Oui, on se rend compte qu'en fait tout groupe de personnes peut réussir à discuter ensemble si tant est qu'il a des mécanismes de prise de décision collective qui sont tirés de l'intelligence des dynamiques collaboratives. Donc c'est pas tant en fait une question de est-ce qu'on est compatible entre nous ou pas, c'est une question de est-ce qu'on se met dans les dispositions de discuter au lieu d'être sur la défensive. Aujourd'hui, dès qu'il y a un problème, on se réfère à une autorité supérieure qui est le syndic, la police ou je sais pas quoi, et passer à un niveau de discussion qui est informel, avec de l'écoute profonde, de la bienveillance, de la communication non violente, ça permet de travailler sur tout type de problématiques de manière productive. Donc copropriété existante ou future copropriété. Vous avez dit que les SHS n'ont pas grand-chose à dire là-dessus, enfin pour l'instant. Mais alors, comment comptez-vous? Avez-vous déjà mobilisé des laboratoires, des équipes? Enfin, il semble qu'il faut des urbanistes, des juristes, des économistes, des sociologues, des anthropologues, des spécialistes de la famille, etc. Comment est-ce que tout ce petit monde va travailler avec vous? Alors j'ai des cartes de visite. Voilà. J'ai du temps, j'ai des idées. Moi, je suis urbaniste et économiste et politologue aussi en même temps. Non, mais on est la tête dans le guidon, hein, donc on développe une entreprise, on a une activité, on a une start-up, on doit aller chercher des promoteurs, des collectivités, des clients, aligner les trois. On aimerait faire ça, on aimerait dégager du temps, et aujourd'hui on est suivi par le CFI, justement pour pouvoir nous structurer et passer à un impact plus moyen terme. Donc toute proposition est la bienvenue. Simon Godefroy, je suis cofondateur avec mon associé Sylvie Courbet qui est dans la salle d'une société qui s'appelle Citexia qui travaille sur la tarification des services publics locaux. Donc on a parlé d'Orange tout à l'heure ou de la SNCF qui sont des services publics plutôt nationaux. Nous on travaille sur la cantine, les crèches, l'accueil du soir, la gestion des déchets, la gestion de l'eau qui sont des services qui sont gérés à l'échelle locale par les collectivités locales. Notre problème principal, qui vient de notre expérience de conseil à ce type d'acteurs, c'est qu'aujourd'hui, un peu comme dans les grandes boîtes qu'on a évoquées tout à l'heure, les gestionnaires de services publics connaissent peu leurs usagers, ne savent pas comment ils se comportent, et du coup, ils ne peuvent pas adapter leurs services, ils ne peuvent pas designer leurs services pour que ça s'adapte à la fois aux besoins des populations et aussi aux contraintes du service public et à la gestion des coûts du service public. Donc il en résulte parfois de l'exclusion sociale, parfois des comportements inadaptés de certains usagers, des impacts sur l'environnement, si les usagers du service public sortent mal leurs poubelles, par exemple, mais aussi des services publics coûteux, puisqu'il faut mettre des gens pour accueillir les enfants, enfin pour accueillir les parents tard le soir à la crèche, ou de ce type de choses. Donc notre proposition de valeur sociale, c'est de fournir les outils et les méthodes aux gestionnaires de services publics pour leur permettre d'améliorer le management des usagers. Alors, je vais sans doute utiliser des mots qui ne sont pas du tout adaptés par rapport à l'état de la recherche sur la question ou dans d'autres secteurs. C'est pour ça qu'on est aujourd'hui là. Clairement, on est sur des services publics qui ne sont pas forcément très en avance sur leur temps en termes de recherche et d'innovation. Donc, on essaye d'apporter ces éléments, et notamment avec une spécialisation dans la tarification des services publics. Citexia en un schéma, c'était pour vous montrer qu'on savait faire des schémas. Je ne vais pas le dire, mais en gros, l'idée, c'était de remettre l'usager et de retravailler sur les usages réels autour des services publics. Je vais vous parler d'un exemple. Donc, je ne vais pas citer
la ville qui se trouve dans l'Hérault, qui nous a commandé un travail, donc à peu près 260 000 habitants, il n'y en a pas énormément, 16 000 enfants inscrits à la cantine, 11 000 familles concernées, 1 million de repas servis, à peu près 3,5 millions de recettes. Donc un repas vendu à peu près 3,50 €, à peu près 10 millions d'euros de charges. Clairement, ils ne savent pas exactement combien ça coûte le service dans son ensemble. Vous aviez un système de tarification. Alors, je ne sais pas si vous avez déjà entendu parler du quotient familial. Alors là, la ville calculait elle-même son quotient de façon très compliquée. C'est-à-dire qu'elle prend votre revenu, le revenu de votre famille, elle rajoute dessus des allocations familiales, elle rajoute dessus différentes aides ou subventions que vous pouvez avoir à titre personnel, et elle va le diviser, enfin elle va soustraire, excusez-moi, les charges telles que votre loyer ou votre emprunt. Donc elle va essayer de calculer vraiment votre reste à vivre, et elle va le diviser par le nombre de parts en fonction le nombre de parts que vous avez dans votre foyer. Donc c'est pas tout à fait la même chose que les impôts, puisque là c'est une personne égale une part, alors que pour les impôts vous avez quelque chose d'un peu plus fin. Et elle va définir une grille tarifaire que vous voyez là en fonction de votre revenu. Alors, on a fait quelques hypothèses, mais vous allez avoir une progressivité pour aller jusqu'au tarif plafond. Vous voyez que bon, c'est pas forcément très lisible et pas forcément très linéaire. Et on arrive assez vite au tarif plafond. Et donc elle nous disait, moi j'aimerais bien avoir un système plus simple et plus cohérent avec les autres services, les autres tarifications de la ville. Il se trouve en plus que ce système-là, après l'avoir regardé, c'est-à-dire après avoir analysé les big data de notre client, on a récupéré donc tous les revenus, on a fait un échantillon, enfin les revenus des gens, etc. Et on a vu qu'en fait, la tarification sociale, elle ne marchait pas parce qu'en moyenne, le tarif le plus bas était de 3,02 €. C'est-à-dire qu'en gros, toutes les familles qui avaient un revenu très faible payaient quand même en moyenne assez cher parce qu'en fait, le système était sur demande. Il fallait que les familles fassent la démarche. C'était coûteux, c'était compliqué. Et donc, elle le faisait moins. Et donc, vous aviez une tarification sociale affichée, mais en réalité, pas beaucoup d'effet social. Et donc, elle voulait passer à un truc beaucoup plus clean, tout avec ce qu'on appelle le taux d'effort, c'est-à-dire une tarification progressive en fonction du revenu. Et donc, du coup, la question, c'était quel impact ça peut avoir, ce système-là, et comment on peut redessiner une tarification qui sera... avec quelques contraintes quand même. L'idée, c'est de dire on veut changer le système mais garder l'ensemble des recettes de la ville. Donc on ne veut pas subventionner davantage le service. On veut essayer d'élargir le spectre des familles touchées. Donc on veut éviter de toucher que quelques pourcentages assez faibles des familles. On veut minimiser les perdants. C'est-à-dire qu'on ne veut pas non plus que le changement fasse qu'on ait toutes les associations de parents d'élèves dans le bureau du maire à la veille, le lendemain de la réforme. Et alors, on a donc fait des modèles. Et donc notre travail, ils nous ont fait appel à nous parce qu'on est spécialisé justement sur l'élaboration de modèles permettant de voir comment on pouvait changer. On a fait un premier modèle où on augmente très vite et puis finalement on finance cette perte de recettes que vous voyez. Alors je ne sais pas si ça marche ce truc-là. Ah oui, voilà. On finance cette perte de recettes que vous avez là par une augmentation de recettes sur tous ces gens-là. Donc ça fait beaucoup de mécontents un petit peu. Où on a fait un autre modèle où on augmente plus progressivement, on touche beaucoup plus de monde, mais là on a beaucoup de gens, enfin on a un peu plus d'impact social, mais beaucoup plus de mécontents. 1 minute, c'est parti. Vous voyez que finalement, il fallait aider les élus à choisir là-dessus et ce n'était pas évident. Parce que de toute façon, il n'y a pas de bon choix et il faut poser le curseur entre les deux. On a constaté un point qui était de dire, ah bah tiens, si on abonne les usagers, globalement, s'ils préviennent quand ils viennent manger, on va avoir moins de gaspillage, c'est-à-dire qu'on va jeter moins de repas. Et on s'est rendu compte qu'aujourd'hui, chacun venait à la cantine quand il voulait et il prévenait la veille pour le midi. Et globalement, il y avait 400 000 € de pertes chaque année liées à ce gaspillage. Et donc on s'est dit, finalement, on met en place un système d'abonnement. Ça nous permet de récupérer, alors pas 400 000, mais peut-être 150 000 €. Ces 150 000 €, on peut peut-être les réinvestir dans le management, enfin dans le système, et donc être, excusez-moi, un petit peu plus social. Donc voilà un peu le type de service qu'on propose et le type de démarche qu'on a avec nos collectivités clientes. Mais autour de ça, voilà, nous on a fait ce travail-là, on l'a fait en 3 semaines. C'était juste avant les élections, finalement ça n'a pas été fait. Ils se sont dit, oula, on va attendre. Maintenant ils nous rappellent, ils disent, maintenant c'est bon, on peut y aller. Donc c'est le début de mandat, on peut peut-être augmenter un peu les tarifs. Mais
plus globalement, autour de cette démarche-là, il y a cette idée de comment modéliser les changements de comportement. Est-ce qu'il y a un lien entre tarifs et consommation? Donc on travaille sur l'élasticité prix-consommation pour des services qui sont des services essentiels, mais qui peuvent aussi être des services culturels ou des services organisés par les collectivités. Le lien entre l'abonnement et la fréquentation. Est-ce que si je m'abonne, je fréquente plus régulièrement, etc. Le lien entre la politique sociale nationale et la politique sociale locale. Quel revenu je vais prendre en compte? Est-ce que je prends en compte les allocations familiales ou pas dans la façon dont je calcule le tarif? Est-ce que je ne suis pas en train d'annuler les effets de la politique nationale quand je fais une politique sociale locale? Donc ça là-dessus, nous on a nos idées, mais ce n'est pas très structuré. Voilà, donc il y a pas mal de travaux sans doute à faire. Voilà, la question de la lisibilité aussi du nouveau système qui ne sera peut-être pas forcément plus lisible pour les usagers. Donc on a plein de sujets et voilà, on serait assez intéressé de tisser des partenariats avec vous sur ces questions-là. Bonjour, alors moi je vais vous présenter Simplon.co. Simplon.co, qu'est-ce que c'est? C'est une entreprise sociale qui est dans une usine à Montreuil, une ancienne usine qui a été entièrement réhabilitée. Qu'est-ce qu'on fait en fait? On accueille des publics issus de la diversité qui veulent apprendre la programmation informatique, soit parce qu'ils cherchent à se reconvertir, soit parce qu'ils ont saisi en fait l'opportunité qu'il y avait dans le fait de pouvoir devenir développeur, avec l'idée que derrière ça peut justement empowerer les gens, ou en tout cas leur donner des clés d'appropriation et leur donner un boulot dans un domaine qui recrute. Donc ça, c'est ce qu'on fait à Montreuil. On travaille donc sur les problématiques d'innovation sociale. On est une entreprise agréée entreprise sociale et solidaire. Et en même temps sur de l'innovation technologique, puisque nous, l'intérêt aussi, c'est de développer la recherche et le développement et de voir comment on peut appliquer les sciences humaines à ce qu'on fait. On va voir qu'il y a pas mal à mon avis, il y a pas mal de problématiques sur lesquelles on pourrait travailler ensemble. Et nous, en plus, on aurait très envie. Donc c'est un modèle qui vise un peu à décrier le préjugé qui dit que le numérique détruit des emplois. Dans certains cas, c'est vrai, mais surtout, ça ancré, il y a toujours une demande de développeurs. Le constat aussi, c'était de dire que les développeurs étaient souvent issus de la même classe, entre guillemets, sociologique, souvent blancs, souvent classe moyenne ou classe moyenne sup, et souvent des hommes. Donc l'idée, c'était d'amener de la diversité aussi, parce que la diversité est un terrain favorable à l'innovation sociale et qu'en mélangeant des profils différents, à la fois des gens qui avaient en fait des bac plus 5 et qui avaient fait des recherches avec des gens qui étaient bac moins 2 et en créant des opportunités de collaboration entre les deux, on arrivait à avoir et à développer des idées qui allaient pouvoir aussi permettre de changer les choses et à notre manière de changer le monde et de mettre un peu cette petite brique de l'usine là-dedans. Donc en gros, nous, nos axes de développement, c'est à la fois l'essaimage, parce que là, on a ouvert donc à Montreuil, mais le but, en fait, c'est de travailler en fait sur la réplication du modèle, et c'est aussi dans ce sens-là qu'on aurait beaucoup à partager avec les sciences humaines et sociales. Pour étudier en fait les différents facteurs d'implantation, soit dans une autre ville, dans une autre région. On a lancé un appel à projet pour se développer dans des zones rurales et travailler en fait sur cette problématique de reconversion, à la fois dans l'emploi, mais aussi de reconversion industrielle et technologique. Et dans ce cas, en fait, le but, c'est aussi de démultiplier nos actions pour démultiplier l'impact. Et là où il y aurait des opportunités de collaboration qui seraient décisives pour le type de projet qu'on mène, c'est à la fois dans l'étude des indicateurs sociaux. Et c'est ce fameux impact social qu'on ne sait jamais trop comment mesurer. Enfin, il y a des manières de le mesurer, mais je pense que c'est aussi des choses qui appartiennent aux sciences relativement molles, sans vouloir choquer personne, et qui donc aussi nous permettraient en fait d'être plus efficaces, de former le plus de gens possible et de donner à d'autres l'envie de créer des simplons ailleurs.
Donc nous, ce qu'on fait, c'est un modèle d'insertion. On a travaillé avec des centres sociaux justement pour les outiller sur le numérique. En même temps, où on fait des ateliers pour enfants, où là, en fait, ce sont des personnes qui suivent la formation à Saint-Plon, qui vont après transmettre ce qu'ils ont appris à des enfants, en gros de 7 à 14 ans. Et avec l'idée qu'on n'apprend jamais mieux que ce qu'on est en train d'apprendre. Et je pense qu'il y en a beaucoup d'entre vous qui seront sensibles aussi à cette vision-là. Et qu'on est toujours, même quand on enseigne, on est toujours en train d'apprendre. Et que la meilleure manière d'apprendre, c'est de faire. Donc vraiment passer du savoir-faire au faire-savoir. Une fois qu'on a acquis plus ou moins une compétence, la meilleure manière de la diffuser, c'est encore de la transmettre. Donc on fait aussi des ateliers avec Wi-Fi et avec des jeunes de banlieue pour, comme je disais au début, favoriser au maximum cette mixité. Donc voilà, comme je le disais un peu rapidement, les points sur lesquels on pourrait travailler ensemble. Et là, donc, on a mis une école dans une usine, mais l'idée, ce serait pas aussi peut-être de mettre pas des usines de mettre là, c'est le contraire, de mettre. C'était une ancienne usine, on en a fait une école. Est-ce qu'on pourrait pas mettre des écoles dans les usines et des usines dans les écoles ? Et favoriser justement cette double reconversion, réfléchir comment on peut justement penser de manière plus méta, plus globale à la reconversion. Qu'est-ce qu'on fait entre justement cette société de services qui a besoin de se repenser et en même temps ces usines qui ferment avec des savoir-faire qui sont néanmoins utiles, qu'on peut utiliser pour je sais pas, par exemple faire des objets connectés, et à ce moment-là mettre ensemble une série de savoir-faire pour améliorer à la fois la recherche et l'innovation. Et ça, on ne pourra pas le faire tout seul et on aura évidemment besoin de vous. Donc là, c'était en bref ce qu'on faisait. On a aussi une promotion à Villeneuve-la-Garenne où là, ce sont des jeunes, pour le coup, des vrais décrocheurs scolaires qui sont formés par une personne qui était élève à Saint-Plon. Donc c'est aussi l'idée de boucler la boucle sociologique. Et si on peut la réouvrir avec vous en maximisant l'impact, on serait ravis et très ouverts. Merci beaucoup. Vous avez des projets d'essaimage en dehors de la France également? C'est ça, un peu partout aussi dans le monde, et c'est justement pour ça qu'on a besoin aussi des sciences humaines pour penser les conditions de réplication du modèle, les facteurs économiques, les facteurs sociaux, la perception aussi des industries là-bas et les contextes aussi politiques qui font qu'à chaque fois, l'ESS aussi est différente dans chaque pays suivant la structure des États, etc. Voilà. Merci. Merci Élise. Question? Oui, Doris. Donc, merci beaucoup pour cette présentation. Ce qui m'intéresse particulièrement, c'est l'aspect inclusion des jeunes, décrocheurs ou pas. Est-ce que vous avez aujourd'hui un retour par rapport à cette activité, ce volet de votre activité? Est-ce que ça marche? Est-ce que les jeunes accrochent par cette approche-là? Justement, à Villeneuve-la-Garenne, donc on est jeunes, hein, on a 1 an, on a déposé le cabis en avril. La première promotion à Montreuil date d'octobre et celle-là justement à Villeneuve-la-Garenne date de janvier. Mais en tout cas, ce qu'on voit, c'est qu'il y a une très forte motivation, et quand on regarde un peu leur progression pédagogique, ils acquièrent aussi très vite une autonomie, justement par cette volonté aussi d'empowerment qu'on a et d'autonomie. Donc oui, là, ils sont capables de faire des prestations, ils savent comment créer un site, des prototypes. Ils vont pas tout de suite administrer des architectures réseau compliquées, etc. Mais au moins, il y a déjà une autonomie de comment ça se passe sur le web, comment je me présente, comment je fais un site et qu'est-ce qu'il y a en fait dans la boîte noire d'Internet, quoi. C'est vrai qu'on n'a pas souvent si facilement accès à ça, et le but, c'est de le démocratiser au maximum. Mais oui, on a des retours quand même très positifs.
Après, la marche est aussi longue et c'est pour ça que on a nécessairement besoin de s'entourer, d'échanger, de remettre en question aussi ce qu'on n'aurait pas complètement compris ou bien fait dans la pédagogie, parce que c'est vraiment quelque chose qui est en constant renouvellement, quoi. Donc je pense qu'on n'a jamais, on n'a jamais fini pour le coup. Merci beaucoup, Élise. Bonjour à tous. Elian Carsona. Donc le projet que je vais vous présenter va se promener à travers le monde, mais j'espère que vous ferez aussi le lien avec l'exposé précédent, très local. Donc je me présente Elian Carsona et j'ai conçu le logiciel Namzor. Elian Carsona, un nom. Qu'est-ce qu'il y a dans un nom? Un prénom, un nom de famille. Namzor, c'est aussi un nom propre, un nom de marque. Les noms veulent dire beaucoup. Tulpanov, c'est mon pseudonyme sur Skype d'il y a quelques années, à connotation typiquement slave. Le logiciel que j'ai conçu, c'est un logiciel d'onomastique, c'est-à-dire de reconnaissance des noms propres dans le monde entier. Reconnaître un nom chinois, un nom japonais, un nom russe, un nom arabe en russe ou russe en arabe. À quoi tout cela peut-il bien servir? Un exemple simple, aujourd'hui c'est le festival de Cannes. Combien de femmes étudient le cinéma? Combien de femmes sont effectivement réalisatrices, cinématographes, éditrices et simplement par la reconnaissance des noms, on peut voir que seulement 20% de femmes peuvent aujourd'hui réaliser et composer leurs films. Par contre, près de 80% peuvent concevoir les costumes. Autre exemple, la reconnaissance des diasporas dans le monde. Ici, vous avez une cartographie de la diaspora irlandaise, de la diaspora turque, de la diaspora russe. Vous voyez que les Irlandais sont très présents aux États-Unis. C'est un enjeu économique majeur pour l'Irlande qui attire chaque année des milliards de dollars à travers sa diaspora américaine sur son territoire. Autre exemple encore, la possibilité de reconnaître la diversité. Ici, c'est la diversité de la Fédération de Russie, dans laquelle vous allez pouvoir reconnaître des noms tchétchènes, des noms de Touva et de différentes régions de ce territoire très divers. Ce serait à peu près similaire si on prenait par exemple l'Inde, l'Afrique. Ce que vous voyez ici, ce que j'appelle le millefeuille onomastique, c'est la projection sur un axe géographique des types de noms qu'on va reconnaître, qui sont ces différentes couches colorées. Autre exemple encore, la possibilité, et ça c'est très important dans le domaine des sciences sociales, de reconnaître où va le jus de crâne. Où vont nos jeunes scientifiques, où vont nos entrepreneurs. Évidemment, on a en France l'idée que les sciences sociales sont malheureusement la voie prédominante vers le chômage. Et pourtant, Twitter, c'est du journalisme immédiat. Google, c'est la bibliothèque du XXIe siècle. LinkedIn, c'est les ressources humaines. Nous avons probablement manqué cette opportunité plus tôt de mettre ensemble les sciences humaines, l'informatique, les mathématiques. Alors, en quoi pourrions-nous coopérer? Namzor est un projet qui cherche encore son marché. C'est un marché assez complexe. On a déjà des niches qui sont clairement identifiées. La première, donc la cartographie des diasporas, a été utile pour des pays qui perdent aujourd'hui leurs ressources dans le domaine scientifique. Nous avons également travaillé sur le sujet des investissements directs, donc à la fois avec l'Irlande et avec d'autres pays de l'Union européenne. Nous avons travaillé également sur la question des écosystèmes, au départ sur l'angle des investissements, mais ça rejoignait la problématique également des universités, des clusters et de l'innovation. Pourtant, il reste beaucoup de questions auxquelles nous cherchons des réponses. Qu'est-ce que l'innovation? Cédric Villani, ce grand mathématicien, mais aussi ce grand homme, nous a posé la question du rapport entre la culture et l'innovation. Voilà. On ne sait pas ce que c'est que l'innovation, donc on ne sait pas lui répondre. Pour autant, on a des partenariats
avec des acteurs de la donnée qui conçoivent les bases de données scientifiques, ou les bases de données de brevets, ou les bases de données d'entreprise. Donc on saurait faire du data mining sur ces thématiques, mais il nous manque les indicateurs. Autre exemple, l'anthropologie, la géographie, l'ethnographie. On manque d'éléments pour être capable d'expliciter quantitativement la précision de notre logiciel sur certains territoires, la Syrie, la Chine. Et on serait vraiment très heureux de travailler avec des gens qui ont une approche plus qualitative pour travailler sur ces sujets. En termes de coopération, aujourd'hui, on a un petit peu travaillé avec Paris 4, de manière assez informelle. On a également travaillé avec King's University et les Irlandais, les Lituaniens, bien sûr. Voilà. Merci. Merci. Oui. Moi, je voudrais mieux comprendre ce que vous attendez. Qu'est-ce que des chercheurs SHS pourraient vous apporter? Plus précisément, à quelles questions vous souhaitez que des chercheurs apportent une réponse? Voilà. Il y en a beaucoup. Je vais essayer de prendre un exemple. Aujourd'hui, on a décrypté l'identité d'un pays qui est en pleine guerre civile, qui est la Syrie. Aujourd'hui, on n'est pas capable de mesurer dans quelle mesure notre vérité se rapproche de la vérité de terrain. Pourtant, il y a des applications qui sont essentielles. Aujourd'hui, ce sont des populations qui sont en déplacement en Turquie. Donc il y a des clients potentiels comme l'UNHC, etc., Commissariat aux réfugiés. Mais à un moment, il faut faire se rencontrer cette approche purement sociolinguistique et informatique, et puis des gens qui ont eu l'habitude jusque-là de travailler sur des cartes, des interviews, du papier. Et ce gap culturel, on l'a constaté, puisqu'aujourd'hui on a fait des démarches, on a eu du mal à trouver des gens qui avaient une connaissance terrain et qui arrivaient à se projeter dans quelque chose qui est un logiciel, un outil informatique, des données qui sont quantitativement très importantes. Donc ça, c'est un premier exemple. Un autre exemple, c'est ce que je mentionnais sur la question de l'innovation. Aujourd'hui, l'innovation, c'est un enjeu économique majeur qui est difficile à mesurer. On ne sait pas aujourd'hui, dans toutes les startups qui sont financées, combien survivront. Pour autant, il y a également des aspects culturels qui sont importants. On a pu constater, par exemple, que les Russes avaient un rapport culturel très différent par rapport au brevet industriel que le rapport que les Français ou les Allemands peuvent avoir. Donc voilà, il y a des enjeux de ce point de vue pour savoir comment faire pour que, par exemple, les Français qui entreprennent en France plutôt qu'en Angleterre, plutôt que dans la Silicon Valley. Et il y a dans cette problématique aussi des rapports qui sont culturels par rapport à l'outil, par rapport à l'informatique, par rapport à la prise de risque, par rapport à la publication scientifique. Dans le domaine scientifique, très clairement sur les sciences de la vie, et c'est là qu'on chercherait aussi à apporter des réponses à la question de M. Villani, on voudrait savoir si on peut trouver aussi des biais culturels par rapport à des domaines de sciences de la vie.